Bonsoir à tous et merci d'être venus ce soir pour l'escale poésie et chansons. Littérature et chansons d'ailleurs, pas seulement poésie aujourd'hui. Ce sont des soirées qui existent depuis 20 ans, que j'ai créées il y a 20 ans et qui continuent toujours à la Sorbonne. Et je voudrais remercier tous ceux qui permettent que ça ait lieu, le service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, parce que les universités se regroupent, mais les noms augmente. Donc maintenant, on était Paris-Sorbonne, on est devenu la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Et finalement, tout ça ne change pas grand-chose au fait que ces soirées continuent. Je voudrais saluer Olivier Jacquet, aussi, qui est le régisseur, qui est ici depuis les tout débuts des soirées, Manuel Maillère, qui est avec lui, Franck et toute l'équipe, qui permet que techniquement les choses se passent bien. Voilà, alors vous allez entendre des comédiens, des chanteurs. Vous allez entendre surtout des univers très différents, c'est le but de ces soirées, des séquences courtes à chaque fois, des séquences courtes pour aussi donner envie d'aller plus loin, de découvrir peut-être les gens que vous avez entendus, les univers que vous avez écoutés. Vous entendrez aussi un romancier, Jean-Baptiste de Froment, qui en plus dira des extraits d'un roman qui va faire particulièrement écho aujourd'hui, puisqu'il parle du monde politique et de la campagne, du monde rural, et voilà, un certain nombre d'univers. Je vais vous dire maintenant les artistes que vous allez entendre, et puis évidemment je redonnerai leur nom à chaque fois avant leur passage sur scène. Donc vous allez entendre d'abord Alice Faure pour une carte blanche poétique, une autre carte blanche poétique de Patrick Roca. Ensuite, ce sera Jean-Philippe Winter qui viendra chanter des poètes. Jean-Baptiste de Froment, donc pour son roman État de nature. Chloé Chaudois pour une carte blanche poétique. Une autre carte blanche poétique de Didier Flamand. Et on terminera avec Wilfried Roux qui chantera des chansons de François Corbier. Et vous verrez qu'il y a un petit air de famille entre les deux. Je vous souhaite une bonne soirée et on va commencer avec Alice Faure. Bonsoir. Donc moi j'ai choisi de vous lire ce soir un extrait du roman poétique Si de Hélène Bessette qui a été écrit en 1967. Voici la tournée des amis, la tournée d'adieu. J'ai rencontré Albert. Albert m'a premièrement demandé combien je gagne au mois. Deuxièmement, il a dit que je ne dois pas aller voir ce film, qu'il est trop sérieux, que lui préfère le comique et que nous ne nous accorderons jamais là-dessus. Troisièmement, il m'a envoyé cuire un poulet afin d'évaluer mes aptitudes dans le domaine culinaire. J'aime les œufs brouillés à la tomate et les tartes aux cerises. J'aime le rouge. Le poulet d'Albert ne comportait aucun rouge. Sur ce, Albert a dit « Dans ta situation, Désirée, il ne faut pas te montrer difficile pour refaire sa vie. Difficile, je suis, tant pis pour Albert. J'ai fait une colère sur l'expression « refaire sa vie ». Nous nous sommes quittés fâchés, il ne viendra pas à mon enterrement. Qu'à cela ne tienne, je n'ai pas besoin d'Albert pour mourir, et je n'ai pas besoin d'Albert pour vivre. Je n'ai pas besoin d'un homme, ni pour vivre, ni pour mourir. Si je me suicide, ce n'est pas par manque d'homme, c'est tout le contraire. Par les temps qui courent, on n'en a plus qu'on en veut des hommes, et cette obsession, cette mode, cette garantie de bonheur, disent-ils, cette propagande du couple à tout prix, m'épuise. Et dans la tombe, enfin, je serai seule. Enfin, moi, femme, j'aurai le droit d'être seule. Sans homme. Dame seule, 30 ans, ne cherche plus personne de compagnie. Enfin, la liberté d'être moi-même, là-bas, du côté des chrysanthèmes en pot. Il a dit « Qu'est-ce que tu fais toute seule? Tu t'ennuies ?» J'ai répondu « 100 fois plus qu'avec toi. » Et j'ai claqué la porte. J'ai rencontré Marguerite. Marguerite est une vieille amie, très compréhensive. Trop à vrai dire, et quelquefois elle voudrait comprendre ce qui n'existe pas.
Voilà, dit-elle, il vous manque le compagnon. Marguerite juge d'après elle. Je ne sais ce qui serait devenu Marguerite sans le compagnon. Bien entendu, j'ai fait une colère, et j'envoie tout au diable, plus tous les compagnons. Marguerite a dit « Attention !» Je n'ai pas compris, je l'ai prié de répéter. Marguerite s'est exécutée. Après quelques instants de recherche, j'ai crié « Ah !» Puis j'ai craché. Elle voulait dire « Attention à l'enfant, non légitime, non naturel », et me transformant ainsi en fille-mère attardée. Marguerite a rencontré Pierre dans un bistrot et son inquiétude à mon égard est devenue très sincère, amicale. Elle revit en pensée d'anciens effrois. Puis, apercevant mon visage défait, elle change de conversation, se livre à un interrogatoire serré sur mes boissons, du café crème et du Coca-Cola, comme les curés. Rien de plus normal, austère même. Non, pas de cacao qui évoque le chocolat, et qui dit chocolat dit beaucoup. Puis, je bois de l'eau. Marguerite s'ennuie. Elle met la radio. La visite manque d'allant. Il paraît que d'habitude, dans ma situation, on boit. J'ai fait des théories pour prouver mon innocence. Je préfère le Foscao qui contient 29% de cacao ou le Nescao qui contient 25% de cacao. Marguerite soupire. Pour une femme comme toi, ce n'est pas excitant, dit-elle. Mon ami voudrait me voir baver sur de bons gros chocolats crémeux et dégoûtants. C'est impossible, je ménage mon foie. Je ménage beaucoup. Si je ne me suicidais, je vivrais jusqu'à 100 ans. Nous nous sommes quittés froidement sur un jus d'orange. Je ne la verrai plus, Marguerite. J'ai rencontré Fernande. Elle a dit « Avez-vous personne et n'avez-vous pas quelqu'un ?» Puis, vous connaîtrez des joies chaudes, sans commentaire trop long. Mais je m'en vais vers des joies froides et je laisse Fernande aux évaluations de température. J'ai rencontré ma tante. Elle dit, elle suggère, « Tu pourrais prendre un vieux. » Elle l'a fait et s'en trouve contente. Ou bien un petit ami, comme Simone, une autre nièce qui d'ailleurs n'est pas ma cousine. Il fait un cadeau de temps en temps, le petit ami. Ça aide. Et on s'arrange. Sentencieuse, elle a terminé. « Tu regretteras. Ça ne mène à rien d'être fière. » J'ai fait une colère. Je lui ai dit « Je n'irai jamais sur ta tombe. » Et j'ai disparu dans l'étroit couloir sombre, ne répondant pas à son appel. La porte s'est refermée sans bruit derrière moi. J'ai rencontré Henri. Il dit « Vous aimez les femmes ?» Parce que si je ne vis pas avec un homme, automatiquement, je vis avec une femme. Quelle angoisse me saisit. Dans ma solitude et ma force non permise, j'ai fermé les yeux pour que s'évapore la réalité. Le cortège de mes amis, le cortège préfunèbre de ceux qui m'accompagneront le jour de la dernière promenade au-dessus de la terre verte et lumineuse. J'ai rencontré ma mère. Pure coïncidence. Elle a donné un dîner de famille en mon honneur, ce qui est bien. Elle a convié un certain Roger, ce qui est moins bien. Elle lui a emprunté 100 000 francs. S'il m'épousait, l'affaire deviendrait une affaire de famille. On la réglerait dans l'intimité et le remboursement pourrait s'exécuter d'une manière diffuse et plutôt négative. Aucun mariage. Raison simple, je préfère les gros. Et je ne reverrai plus ma mère. J'ai vu Monsieur le maire. J'avais des ennuis pour une affaire de logement. Ah, je vois, dit très gentiment Monsieur le maire, déjà prête au pardon. Vous êtes mal avec votre patron parce que vous avez été imprudente. Je lui avais dit, j'attends un enfant. De suite, il avait conclu à une naissance prochaine et bien entendu non reconnue. Je parlais innocemment de mon neveu âgé de 8 ans, il vient à Noël. Je mets Monsieur le maire dans le même cercueil que Marguerite. Je vais me tuer. Je vais mourir. J'en ai par-dessus la tête. Je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus le supporter. Il ne m'en faut pas plus. Suffit. J'ai mon compte. Tous. Chacun à sa manière.
ont les yeux fixés sur mon bas-ventre, sur mon sexe. Quelle question ai-je posée? Qui suis-je? Et dois-je me tuer? Réponse, la même, sur toutes les lèvres, dans toutes les bouches, dans tous les yeux, le sexe. La seule partie de ma personne qui les intéresse. Seul drame, seule tragédie, seule question en suspens. Ils en sont malades de ne pas savoir ce que j'en fais, de mon sexe. Et j'ai tout l'air, Dieu me pardonne, de n'en rien faire. Guettant, épiant, l'heure tant attendue, qu'ils attendent plus que moi-même. En attendant, suppositions, paris, cotes et pronostics, allons, j'en passe. Je n'ai pas énuméré toutes mes rencontres. Je n'ai pas rapporté toutes mes conversations, garanties authentiques, dont l'absurdité n'a d'égal que la réalité. Je ne dirai pas tout, pour mourir plus vite. Je suis pressée d'en finir. Je n'ai pas de temps à perdre. Là où je m'en vais, avec mon cœur et mon esprit, qui n'intéressent personne, là où je m'en vais, je ne rencontrerai rien. Merci à Alice Faure et maintenant Patrick Roca. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Allez-y monsieur, allez-y, faites-moi plaisir. Je vais tout d'abord vous lire un court extrait de l'ordre du jour, un récit d'Éric Vuillard que j'ai découvert grâce à mon ami Mathias. Ce récit nous parle de la gestation de la bête immonde. Ils étaient 24 près des arbres morts de la rive, 24 par-dessus noir, marron ou cognac, 24 paires d'épaules rembourrées de laine, 24 costumes 3 pièces et le même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de l'Assemblée. Mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée. Il n'y aura plus de président. Et dans quelques années, il n'y aura même plus de Parlement. Pour le moment, on dévisse 24 chapeaux de feutre et l'on découvre 24 crânes chauves ou des couronnes de cheveux blancs. On se serre dignement la main avant de monter sur scène. Les vénérables patriciens sont là, dans le grand vestibule. Ils échangent des propos badins, respectables. On croirait assister aux prémices un peu guindées d'une garden party. Les 24 silhouettes franchirent consciencieusement une première volée de marche, puis avalèrent un à un les degrés de l'escadrin, en s'arrêtant parfois pour ne pas surmener leur vieux cœur. Et la main cramponnée à la tringle de cuivre, ils grimpèrent les yeux mi-clos, sans admirer ni l'élégant balustre ni les voûtes, comme sur un tas d'invisibles feuilles mortes. On les guida par la petite entrée vers la droite, et là, après quelques pas sur le sol en damier, ils escaladèrent la trentaine de marches qui mènent au 2e étage. J'ignore qui était le premier de cordée, et peu importe au fond, puisque les 24 durent faire exactement la même chose, suivre le même chemin, tourner à droite, autour de la cage d'escalier, et enfin, sur leur gauche, les portes battantes étant grandes ouvertes. Nous pourrions ainsi nous approcher tour à tour de chacun des 24 messieurs qui entrent dans le palais, frôler l'évasement de leur col, le nœud coulant de leur cravate,
nous perdre un instant dans le grignotement de leurs moustaches, rêvasser entre les rayures tigres de leurs vestons, plonger dans leurs yeux tristes, et là, tout au fond de la fleur d'arnica jaune et piquante, nous trouverions la même petite porte. On tirerait sur le cordon de la sonnette et l'on remonterait de nouveau dans le temps où nous n'aurions droit à une même succession de manœuvres, de beaux mariages, d'opérations douteuses, le récit monotone de leurs exploits. On ne tombe jamais deux fois dans le même abîme, mais on tombe toujours de la même manière, dans un mélange de ridicule et d'effroi. Et on voudrait tant ne plus tomber qu'on s'arc-boute, on hurle, à coups de talon on nous brise les doigts, à coups de bec on nous casse les dents, on nous ronge les yeux, l'abîme est bordé de hautes demeures, et l'histoire est là, déesse raisonnable, statue figée au milieu de la place des fêtes, avec pour tribu, une fois l'an, des gerbes séchées de pivoine, et en guise de pourboire, chaque jour, du pain pour les oiseaux. Je vais maintenant vous lire un texte d'une jeune femme qui s'appelle Aurore Guguin, qui a participé au concours international de poésie francophone et qui est tristement d'actualité. Le continent. Dans le village, il y a la guerre. À vrai dire, elle y est partout dans le pays, la guerre. Et puis il y a l'enfant. Les bombes tombent, les fusils fusillent, les gaz gazent. L'enfant pleure. Tout s'écroule autour de lui. Sa mère est morte, son père est parti, il ne reste plus que son frère et lui. Les bombes continuent de tomber, les fusils continuent de fusiller, les gaz de gazer. Et l'enfant pleure. Un jour, son frère l'emmène. Il l'emmène très loin, son frère, là où il n'y a plus la guerre, là où la vie serait meilleure. Ils prennent donc le bateau, entassé, avec beaucoup de gens, sur un petit embarquement. Mais il s'en fout, lui, l'enfant. Tout ce qu'il veut, c'est la vie. Alors il navigue des jours durant. Le bateau tangue, le bateau s'enfonce, mais il ne coule pas. Un matin, ils arrivent enfin. Et pour la première fois, l'enfant rit. Il rit de bonheur, heureux de voir la couleur de la vie, et les gens acclament cette terre promise et attendent de pouvoir accoster. De seconde en minute, puis de minute en heure. Soudain, sur le quai, une foule s'agite, elle crie, elle refuse de les laisser entrer, elle les insulte, et pour la première fois, pour la dernière fois, l'enfant pleure. Il pleure car maintenant, il ne voit plus que de la haine. Il serre fort la main de son frère. Bientôt, les heures se transforment en jours. Et le bateau s'enfonce doucement. L'eau entre dans la cale doucement. Et les gens hurlent et le bateau coule. La foule, elle, s'en va. Elle ne se voit pas responsable de tout ça. L'enfant, lui, il s'accroche à tout ce qu'il peut. Et dans la panique, il cherche son frère. Mais il ne le trouve pas. Les gens autour de lui appellent, crient, suffoquent, et l'horizon disparaît d'un coup. Et la foule se disperse. Et chacun retourne à sa vie. Mais je vais essayer d'alléger l'atmosphère en me mettant dans la peau de Marcel Pagnol pour vous dire quelques pages de son œuvre. La gloire de mon père. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Gard-la-Banque, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers.
Mon père y était instituteur public, laïque, il insistait sur ce point, et républicain. Il s'appelait Joseph. Mes souvenirs d'Aubagne sont peu nombreux parce que je n'y vécus que 3 ans. D'Aubagne, nous passâmes à Saint-Loup, qui était un gros village de la banlieue de Marseille. Lorsqu'elle allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe de mon père, qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis, bien sage, et j'admirais la toute-puissance paternelle. Un beau matin, ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire, pendant qu'il écrivait magnifiquement sur le tableau. La maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage. Tandis qu'il arrondissait un admirable point final, je criais « Non, non, ce n'est pas vrai !» Mon père se retarda soudain, me regarda, stupéfait, et s'écria « Mais qu'est-ce que tu dis ?»« Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit. » Il s'avança vers moi. « Qui t'a dit qu'on t'avait puni ?»« C'est écrit. » La surprise lui coupa la parole un moment. « Voyons, voyons, dit-il enfin. Est-ce que tu sais lire ? » ?»« Oui. »« Voyons, voyons, répétait-il en pointant sa baguette de bambou sur le tableau noir. Eh bien, lis. » Je lus sans difficulté la phrase à haute voix. Je crois qu'il eut ce jour-là la plus grande joie et la plus grande fierté de sa vie. De Saint-Loup, mon père fit un bond de comète. Il fut nommé à sa grande surprise instituteur titulaire à l'école du Chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille. J'approchais de mes 6 ans et j'allais à l'école dans la classe enfantine que dirigeait mademoiselle Guimard. Elle apprenait patiemment leurs lettres à mes petits camarades, mais elle ne s'occupait pas de moi parce que je le disais déjà couramment. Pendant que la marmaille répétait son alphabet, je restais muet, paisible et souriant. Les yeux fermés, je me racontais des histoires et je me promenais au bord de l'étang du parc Borély. Le jeudi et le dimanche, ma tante Rose, qui était la sœur aînée de ma mère et aussi jolie qu'elle, venait déjeuner à la maison et me conduisait ensuite au moyen du tramway jusqu'en ces lieux enchantés. On y trouvait des allées ombragées par d'antiques platanes, des pelouses qui vous invitaient à vous rouler dans l'herbe, des gardiens pour vous le défendre et des étangs où naviguaient des flottilles de canards. Mais un beau dimanche, je fus péniblement surpris lorsque nous trouvâmes un monsieur assis sur notre banc. Il avait une épaisse moustache châtain, des sourcils noirs bien fournis, de gros yeux bleus, une peau un peu saillant, sur ses tempes quelques fils blancs. Comme de plus, il lisait un journal sans image, je le classais aussitôt dans les vieillards. Ma tante voulut m'entraîner vers un autre campement, mais je protestais, c'était là notre banc et ce monsieur n'avait qu'à partir. Il fut poli et discret. Sans mot dire, il glissa jusqu'au bout du siège. Ma tante s'installa à l'autre bout, sortit son tricot et je courus vers le bord de l'étang pour nourrir mes canards. Quand je revins, 10 minutes plus tard, faire le plein de croûtons, ma tante ne tricotait plus et faisait la conversation avec le monsieur du banc. En me voyant, il fit compliment sur ma bonhomie et déclara que j'avais vraiment de très beaux yeux. Ma tante se hâta de dire que je n'étais pas son fils, mais celui de sa sœur. Et elle ajouta qu'elle n'était pas mariée. À l'heure de rentrer, le monsieur prit le tramway avec nous, nous le quittâmes au terminus, et il nous fit de grandes salutations avec son chapeau melon à bout de bras. En arrivant sur la porte de notre maison, ma tante me recommanda de ne parler jamais à personne de cette rencontre. Elle m'apprit que ce monsieur était le propriétaire du parc Borély et que si nous disions un seul mot de lui, il le saurait certainement et qu'il nous défendrait d'y retourner. Nos promenades au parc devinrent de plus en plus fréquentes et l'aimable propriétaire nous attendait toujours sur notre banc. 6 mois plus tard, en jouant aux cachettes avec mon frère Paul,
je m'enfermais dans le bas du buffet. Pendant que je retenais mon souffle, mon père, ma mère et ma tante entrèrent dans la salle à manger. Ma mère disait « Tout de même, 37 ans, c'est bien vieux. »« Allons donc, j'aurai 30 ans à la fin de l'année et je me considère comme un homme encore jeune. 37 ans, c'est la force de l'âge. Et puis Rose n'a que 18 ans. J'en ai 26. Et puis il me plaît. Qu'est-ce qu'il fait à la préfecture? Il est sous-chef de bureau. Il gagne 220 francs par mois. Eh bien, ma chérie, ma chère Rose, je vous félicite. Mais au moins, pardon, est-ce qu'il est beau? Ah non, ça pourrait être beau. Il n'est pas beau. Alors je poussais brusquement la porte du buffet, je sautais sur le plancher et je criais « Oui, il est beau, il est superbe !» C'est à la suite de tous ces événements que le propriétaire vint un jour à la maison, accompagné de ma tante Rose. Ils revenaient tous deux d'un beau voyage et il y eut de grandes embrassades. Oui, le propriétaire, sous nos yeux stupéfaits, embrassa ma mère, puis mon père. Ensuite, il me souleva, me regarda un instant et dit « Maintenant, je m'appelle l'oncle Jules, parce que je suis le mari de tante Rose. » L'oncle Jules était né au milieu des vignes dans le Roussillon. Il avait laissé là le vignoble à ses frères pour aller faire son droit, mais il était resté fièrement catalan. Et sa langue roulait les airs comme un ruisseau roule le gravier. Mon père et lui faisaient une paire d'amis. Quoique l'oncle Jules, plus vieux et plus riche, fit parfois des airs protecteurs. Lorsque mon père apprit, par une confidence de tante Rose à ma mère, que l'oncle Jules allait à la messe tous les dimanches, il en fut positivement consterné. Ma mère alors le supplia de renoncer à son petit répertoire de plaisanteries sur les curés. Il tint parole. Et leur amitié ne fut pas troublée par les quelques mots qui leur échappaient de temps à autre. Mon oncle Jules devint très vite mon grand ami. Il me félicitait d'avoir tenu la parole donnée et d'avoir gardé le secret. Au temps des rendez-vous au parc Borelli. Cependant, comme je lui conseillais un jour de faire construire une petite maison dans son admirable parc, il m'avoua sur le mode badin qu'il n'en avait jamais été le propriétaire. Je fus consterné par la perte instantanée d'un si beau patrimoine et je regrettais d'avoir si longtemps admiré un imposteur. De plus, je découvris ce jour-là que les grandes personnes savaient mentir aussi bien que moi. Et il me sembla que je n'étais plus en sécurité parmi elles. Merci à Patrick Roca. Et c'est maintenant Jean-Philippe Winter. C'est une chanson des bords de la Seine, des quais de Grenelle à ceux de Bercy. Elle s'abandonne à l'eau qui l'amène, parmi les brouillards et les éclaircies. Il faut l'écouter qui glisse et s'efface, au fil du courant sous l'arche d'un pont, tandis que l'écho rasant la surface porte vers l'aval un peu de l'amont. C'est une comptine au bord des marelles, dans un matin pur à Ménilmontant, la complainte des fillettes rebelles, dans le château du roi des bons enfants. Et chaque saison reprend le poème qui joint l'enchanteur du pont Mirabeau à deux amoureux penchés sur eux-mêmes, à deux vagabonds dormant près de l'eau.
sur un air venu du temps des sirènes. Un vieux limonaire en moule le refrain, et c'est la chanson de Paris sur scène qui s'enlace au jour limpide et serein. Puis quand les sommeils vont à la dérive, par la ville sourde étouffant ses bruits, au dernier passant veilleur de la rive, c'est une chanson des bords de la nuit. Merci. Alors c'est un poème d'André Ardelais qui s'appelle Chanson et qui est dédié à Pierre Macorlan. André Ardelais, vous savez sans doute que Guy Béard a mis en musique un certain nombre de ses textes, et le plus fameux est bien sûr le bal chez Temporel. Alors un des poètes que j'ai le plus mis en musique, c'est mon propre père, Conrad Winter. Quand les années porteront la longue robe des ombres, j'entrerai en l'espace religieux des mondes merveilleux, en l'espace religieux des mondes merveilleux. Je me ferai l'archéologue des enfances perdus, je redeviendrai l'explorateur des rêves, des ruches et des fourmilières, sur les chemins que nous tracent les éclairs. Je rencontrerai les herbes tendres et les terres familières où jadis je plongeais mes yeux et mes désirs pour y découvrir des morilles spirituelles, des racines magiques. Et puis je construirai avec les taupes du silence les palais intimes pour y déposer encore mes amours enfantines, mes amours enfantines. Je redeviendrai le charpentier de la demeure habillée de mousse et de feuillage. Je taillerai des poutres d'aubergine, des volets de bourrache. Je coudrai des rideaux de pimprenelle et des draps de mélisse. Je retrouverai les herbes tendres et les terres familières où jadis je plongeais mes yeux et mes désirs pour y découvrir des morilles spirituelles, des racines magiques. Puis je clouerai sur les portes des parfums de réséda, mais à la place des yeux, je planterai des marguerites. Et pour accueillir mes amis, je leur jetterai l'esprit du thym et l'âme du romarin, l'âme du romarin. Merci. Donc un autre auteur que j'ai mis en musique, c'est Pierre Birambeau. Le marronnier de mon enfance plus exactement. Depuis ma plus lointaine enfance, en quête du sens de l'existence, je me réfugie à toute heure sous un grand marronnier en fleurs. C'est mon confident, c'est mon mage, c'est un dissident, c'est un sage, attentif et intelligent. Ce géant des bois de nos gens parle le langage des dieux et fixe tranquillement mes yeux. Des milliers d'yeux sont insérés dans l'écorce du tronc et des branches qui me retiennent par la manche au risque de me lacérer. Des milliers d'oreilles captent d'en haut les ondes bondissantes d'un ruisseau et les cris d'amour répétés dans la grande moiteur de l'été.
Mon cher marronnier, tout vêtu de bois, tu entends et tu vois, nul ne peut le nier, nul ne peut le nier. Bien cher ami, mon bien cher arbre, tu sais éviter les palabres, tu laisses mes mains sur tes hanches et parles en soufflant dans les branches. Toi mon confident, toi mon mage, tu es dissident mais très sage, tu me fais rêver d'aventures et des grands chantiers du futur, et tu confirmes à mes parents qu'ils ont fabriqué un battant. Je ne suis pas conquistador, je ne veux pas mourir encore, mais j'aime les récits impossibles qui deviennent récits de Bible. Toi mon confident, toi mon mage, tu es dissident, pas trop sage. Après les envolées lyriques, après les chevauchées sans fin, à explorer tous les confins, j'irai conquérir l'Amérique. Mon cher marronnier, tout vêtu de bois, tu entends et tu vois, nul ne peut le nier, nul ne peut le nier. Après les folies de mon âge, après les rêves insensés, je rentrerai dans mon village pour y enseigner tes pensées, pour y enseigner tes pensées. Merci. Alors j'ai mis également en musique quelques poèmes de Mathias Vincenot, extrait d'un récent recueil qui s'appelle « J'ai 20 ans ». Donc je vais vous en chanter un. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, je ne suis pas encore arrivé à la prendre complètement par cœur. Veuillez m'en excuser. Je suis du temps encore, des numéros par cœur, des téléphones à fil, des battements de cœur, oui du temps de l'attente, des songes voyageurs, des crissements de mots et des feuilles que l'on jette, pour l'un de mal choisi ou mal écrit peut-être, qu'il nous fallait reprendre et redire autrement, ou parfois ne pas dire et bien plus tendrement, du temps de ces dessins, près de nos signatures, ces signes enfantins, les jardins dans nos armures, je suis de cette époque, des craies sur les tableaux, et des tables en bois où nos doigts se collaient, pour des bouts de papier où s'inventait déjà le début de nos choix à travers nos bêtises et nos cahiers de texte et puis nos agendas qui nous faisaient grandir en recopiant par cœur ce qui nous chamboulait, qu'on prenait ça et là, bouteilles à la mer où rien ne se déguise pour peu que l'insouciance commence à prendre l'eau. Je me souviens des fax et des photocopies, des mains que j'y mettais pour mes effets spéciaux, des pièces minuscules, des jouets Kinder. Moi je suis de l'époque des albums photos, du repos le dimanche quand rien n'était ouvert, quand on prenait la peine de cultiver l'ennui, auprès de Jacques Martin puis de Michel Drucker, qui avait souvent l'air de s'ennuyer aussi, mais qui tentait quand même sympa de nous distraire. Je suis du temps béni des débats politiques, des joutes enflammées, des cohabitations. Je me souviens de Pchit, d'un bracadabrantesque, mais aussi du sida, des drames des faux prophètes, des présidents âgés dirigeant la planète. Nous avions nos passions, nous avions nos logiques, nous discutions aussi, nous prenions position. Je me souviens si bien de nos naïvetés et de la folle envie de ne pas renoncer. Je suis du Minitel, du 3615 tu payes, des cassettes coincées, rattrapées au stylo, et des magnétoscopes au grand bal de l'oubli, dans la cour de récré, la guerre pour de faux, sans croyant protéger notre belle illusion. Les conflits étaient loin, dans la télévision, on pouvait sans problème avoir le cœur sensible, on n'imaginait rien de tout ce qui viendrait. C'était avant le temps des guerres invisibles.
Merci. Merci. Et donc, je vais terminer avec une chanson de mon dernier opus. Ce sont des poèmes de Joseph Moilic. Donc, je vais en chanter un. Reviendront-elles, les hirondelles, l'été prochain? D'autres beaux jours auront-ils cours? Je n'en sais rien. Après l'hiver, irons-nous vers le renouveau? Les primes verts et l'herbe verte pour les veaux. Et si le printemps jamais, jamais ne revenait, pauvres de nous, dans la gadoue à tout jamais. Après le sommeil, si on se réveille, tout va bien. On s'émerveille qu'il fasse soleil ou même crachin. Mais toi que j'aime, je ne sais même pas combien de jours encore tu pourras dormir sous ma main. Reviendront-elles, les hirondelles, l'été prochain? D'autres beaux jours auront-ils cours? Je n'en sais rien. Le jour qui va, qui sait s'il va nous revenir? Entre l'alpha et l'oméga, quel avenir? Demain sera-ce dans cet espace un beau chemin ou une impasse pour nos godasses? On n'en sait rien. C'est comme si on n'était que pion dans la panade. Toutes ces questions sans solution, quelle salade. Alors chantons, alors dansons pour l'espérance, mais respirons l'air des lampions avec prudence. En toute logique, après la guerre, c'est la paix. Mais la logique dans notre galère, qu'est-ce qu'on en sait? Vers où on va, le pied au bord du précipice. Un dernier pas, est-ce qu'on y sera? L'apocalypse. Reviendront-elles, les hirondelles, l'été prochain? D'autres beaux jours auront-ils cours? On n'en sait rien. Reviendront-elles, les hirondelles, l'été prochain? D'autres beaux jours auront-ils cours? Je n'en sais rien. Merci. Merci beaucoup. Merci à Jean-Philippe Winter. Maintenant, autour de son ouvrage paru aux Forges de Vulcain, État de nature, Jean-Baptiste de Froment. Merci, bonsoir. Je vais vous lire donc quelques extraits de ce roman que j'ai écrit qui s'appelle État de nature et qui est l'histoire d'une insurrection qui monte d'une province oubliée qui s'appelle la Douvre intérieure, dans une France qui ressemble beaucoup à la nôtre, mais qui est une France un peu parallèle. Et je vais commencer par le début. Claude aimait se réveiller. Il aimait les retrouvailles de ses forces reconstituées par la nuit avec le monde. Le moment où il reprenait conscience de tout ce qu'il pouvait et de toutes les occasions que la journée à venir lui donnerait d'en faire, à nouveau, la démonstration. À l'instant de la sonnerie, il n'était encore personne. Rien qu'une respiration régulière dépourvue d'intelligence. Un imposant conglomérat de chair repue de lui-même, recouvert d'un tricot de corps et empaqueté dans une grosse couette. Mais petit à petit, un à un, ces capteurs cérébraux se remettaient en marche, comme se rallument dans les vaisseaux spatiaux intergalactiques qui se préparent au démarrage, les signaux lumineux sur le vaste tableau de bord. À mesure qu'il se réactivait, la perception de son importance, de la position éminente qu'il occupait dans le pays, se précisait.
Une lumière de plus en plus vive éclairait la réalité, de moins en moins contestable, de ses prérogatives et compétences. C'était délicieux. Il se laissait lentement envahir par la douce rumeur du monde. Pouvoir de nomination et de révocation, subventions exceptionnelles, projets de loi, arbitrages interministériels, coupes et rallonges budgétaires, habilitation à procéder par ordonnance, décrets simples, ratification. Départements et territoires d'outre-mer, état de catastrophe naturelle, monopole de la violence légitime. Les formules du pouvoir sortaient pêle-mêle du tohu-bohu de la nuit, d'abord comme un écho lointain, puis s'ordonnant, s'égrénant dans une récitation intérieure de plus en plus structurée, et puis finissant par émerger à travers les concepts, se faisaient jour les visages, obscurs ou illustres, de ses obligés. Tout cela flottait devant lui, dans les limbes de son demi-sommeil. Tout cela prenait forme et solidité. Tout cela était à lui, enfin presque à lui, objecta soudain une petite voix intérieure en provenance d'une partie plus réveillée de lui-même. Malgré l'heure matinale, elle paraissait décidée à ne pas s'en laisser compter. Certes, fut obligé de concéder sèchement Claude qui, sous la perfidie de l'attaque, avait ouvert les yeux. Le sommet est très proche, nuança-t-il, sans quitter la position horizontale. Mais pour être parfaitement exact, il n'est pas encore atteint. Il y a encore, tout là-haut, cette vieille femme qui m'emmerde. Alors donc, il se passe plein de choses et ensuite on arrive à la fin du livre dans un autre passage un peu contemplatif où on va retrouver cette vieille femme sous un aspect moins vivant, et ça va faire, cette femme est la présidente de la République en exercice, elle en est à son 3e septennat, et arrive l'impensable qui entre en résonance avec un événement que nous avons appris aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai finalement changé le passage que je comptais lire. La mort de la vieille plongea le pays dans la stupéfaction. Soit parce que les gens avaient pensé la chose faite depuis longtemps, soit, tout au contraire apparemment, mais peut-être cela revenait-il au même, parce qu'ils avaient fini par croire impossible qu'elle mourût jamais. Son increvabilité, c'est par ce vocable barbare que se signale la forme d'immortalité réservée aux politiques, qui ne sont ni dieux ni poètes, son increvabilité figurant parmi les postulats de la Ve République, une chose quasiment inscrite dans la Constitution. Les causes de sa mort, d'ailleurs, il en va ainsi des souverains, et l'on peut compter sur leurs médecins particuliers, qui jouent souvent un drôle de jeu au crépuscule de leur maître pour embrouiller les faits encore un peu plus, n'étaient pas claires. Dans les couloirs du palais se susurrait le mot mystérieux de chlamydiose, cette maladie rare et mal connue transmise par certains colombidés, parmi lesquels figurent les pigeons, et qui peut, dans certains cas exceptionnels, à force de complications et à condition de n'être pas sérieusement soigné, entraîner le décès du malade. Dans la chapelle du Val-de-Grâce, pas un grand de ce monde ne manquait au chapitre. Le président des États-Unis lui-même avait fait le déplacement, sans doute sans empressement, davantage comme un dernier hommage à ce que la France avait été que par considération pour son importance actuelle, mais il était là. Les chefs d'États africains, que la vieille avait tant aimés, étaient tous présents. Ils étaient d'ailleurs les seuls à sembler réellement avoir de la peine. Quant au pape, il avait dépêché son secrétaire d'État, le cardinal Brentamori. Pour sa part, Claude se désintéressait totalement de ces sommités étrangères. En dehors des limites de leurs propres États, elles comptaient pour du beurre.
En France, elles n'apportaient pas une voix, pas même la leur, puisqu'elles n'étaient pas électrices. Elles étaient un peu comme, après minuit, des carrosses redevenues citrouilles, de beaux cheveux de course changés en rats. On avait bien fait de les parquer à part, dans le transept latéral droit. Elles décoraient. Seuls importaient les hiérarques français, ses semblables, assis autour de lui dans le carré de chaises qui leur était réservé, du côté gauche de la nef. Dans l'édifice bondé, ils avaient rarement été physiquement aussi proches. Leurs costumes se touchaient. Ils auraient aimé profiter de la situation pour s'examiner tranquillement les uns des autres, pour s'ausculter, car ils savaient bien qu'un visage observé de biais, de tout près, et qui plus est lors d'un enterrement, disait beaucoup de choses qu'il ne disait pas d'ordinaire, de face et à distance raisonnable, beaucoup de choses qu'il aurait voulu ne pas dire. Mais il n'osait pas. Cela n'aurait pas été convenable. Donc, ils se forçaient à regarder droit devant eux, en direction de la morte. « Oh, et puis merde, se dit Claude, dont la langue se relâchait de jour en jour. Qu'est-ce que ça peut foutre ? Je vais quand même mater un petit coup. » Il tourna la tête vers le côté, d'abord furtivement, puis, voyant que cela ne suscitait pas de réaction particulière, plus franchement. Il ne fut pas déçu. Le panorama sur le profil de ses collègues, ministres, grands parlementaires, patrons de médias, était tout à fait inédit. S'y révélait, dans la minéralité des visages qui se découpaient sur fond de froide église, la dureté des ambitions. De face, songeait Claude, il donnait assez bien le change d'une forme d'humanité, de sympathie. Mais de profil, il ne trompait plus personne. On voyait proéminer leurs museaux de prédateurs, exclusivement tendus vers la réussite. Je saute un petit peu. Et puis, tout à l'heure, était tombée cette dépêche qui révélait au pays mésusé que la vieille, avant de mourir, avait couché sur le papier un testament politique, dans lequel elle désignait Barbara comme la seule digne de lui succéder. Mademoiselle Vauvert ne me ressemble pas, disait en substance la vieille. Je dirais même que nous n'avons rien en commun. Je ne lui dois rien, elle ne me doit rien non plus. Mais je l'ai rencontrée une fois. Et cette fois m'a suffi. Elle m'a suffi pour comprendre que cette jeune femme exceptionnelle est faite pour diriger la France. Je dirais même, cette dernière chose n'était pas expressément formulée, cependant, il fallait la lire entre les lignes, que cette jeune femme m'est infiniment supérieure. J'ai la certitude qu'elle réussira là où j'ai lamentablement échoué. Or, la mort de la vieille l'avait rendue, d'un seul coup, incroyablement populaire. Cordialement haïe un instant auparavant, elle avait soudain été élevée au rang de mère de la nation. Chaque Français repensait, les larmes aux yeux, à la façon dont les différentes étapes de l'interminable carrière de la dirigeante avaient ponctué sa propre existence. Sa première élection, c'était la naissance d'un enfant. Son discours à l'ONU, la mort du grand-père. Sa décision de reprendre les essais nucléaires dans le Pacifique, une séparation douloureuse ou un énième échec au permis de conduire. À la vieille morte, les habitants de ce pays ne pouvaient plus rien refuser. Pendant ce temps, l'évêque aux armées, Monseigneur Pinsengrin, prononçait une homélie que Claude, perdu dans sa rage, n'écoutait pas. Pinsengrin était d'origine douvrienne. Il avait commencé curé de l'une de ces petites églises de campagne, à l'architecture grossière, qu'on aurait dite taillée avec un de ces gros couteaux à la lame épaisse, qui servent à la fois à couper le pain et à étaler le beurre. À l'intérieur, les statues des saints avaient le visage des paysans mécréants qui peuplaient les environs et n'étaient jamais allés à la messe. Dans l'édifice minuscule et aux trois quarts vide, la voix belle et profonde de Pinsengrin résonnait comme dans un désert. En vain avait-il d'abord semblé.
Et puis, le jour était venu où, parlant plus fort et plus haut encore qu'à son habitude, son éloquence avait retenti jusqu'à Paris où il était monté pour mener la carrière que chacun connaissait. Pinsengrin parlait de la vieille et, mettant de côté la politique, avec laquelle pourtant la vie de celle-ci semblait se confondre, il prétendait dire quelle femme elle avait été. Véritablement, on ne savait pas où le prélat allait chercher tous les trésors d'humanité qu'il lui trouvait, dissimulés sous la carapace épaisse de l'animal assoiffé de pouvoir. Il racontait, pêle-mêle, le chagrin que la vieille avait eu en perdant son fils 20 ans auparavant, les larmes qui lui montaient toujours à la vue de n'importe quelle personne qui pleurait et ses vains efforts pour les refouler, le signe de croix qu'elle faisait en cachette avant chaque grand discours, comme un footballeur brésilien avant de pénétrer le stade, sans oublier son déraisonnable amour pour les oiseaux, même les plus communs d'entre eux, et 1000 autres petites choses touchantes qui, au milieu de quelques péchés sans doute énormes, mais qu'il ne nous appartenait pas de juger, n'avaient pas échappé au Seigneur Jésus, affirmait Pinsengrin, le Seigneur Jésus auprès duquel, en ce jour, nous demandions, dans son royaume, une place pour la vieille, même la plus petite, même la dernière, mais une place, parce qu'au bout du compte, tout bien pesé, elle était une petite vieille comme les autres, pas tellement plus mauvaise que les autres, et que le fait d'avoir occupé si longtemps la première place sur cette terre n'était pas une raison suffisante pour la disqualifier du paradis. C'eût été trop injuste. Merci. Merci à Jean-Baptiste de Froment. Maintenant, une autre carte blanche poétique à Chloé Chaudois. Bonsoir. Le premier texte que je vais vous lire, c'est une chanson de moi, mais le musicien qui m'accompagne n'est pas là, donc je vais le dire. L'heure bleue. J'ai sommeil et c'est sans cesse. Le corps trop lourd, les yeux brillants. Je rêve du lit, de ses caresses, assassiner ces jours pesants. Le rideau gris cachant la lune, quelques faisceaux persistent encore. Le jour s'efface sans rancune. La douce nuit allonge mon corps. Pour vivre heureux, vivons couchés, une jambe au-dessus de la couette. Oubliez tout, toute une journée avec la nuit en tête à tête. À présent, c'est l'heure bleue. Il est 5 heures et rien ne vit. Même les oiseaux sont silencieux. Ce n'est pas le jour, ce n'est pas la nuit. Cette mine sereine lorsque l'on dort, ce corps offert à tout danger, l'homme s'entraîne pour la mort, un avant-goût d'éternité. Pour vivre heureux, vivons couchés, une jambe au-dessus de la couette. Oubliez tout, toute une journée avec la nuit, en tête à tête. Mais je t'accueille bien volontiers. Mes draps conservent tant d'amour. Veux-tu devenir mon prisonnier à chaque nuit, de jour en jour? Pour vivre heureux, vivons couchés, une jambe au-dessus du drap. Restons ensemble bien planqués et tout le monde nous oubliera. Mexico, 1953. Mon cher Diego, je t'écris cela depuis une chambre d'hôpital, la salle de préparation au bloc opératoire. Ils essayent de me presser, mais je suis déterminée à achever cette lettre. Je n'aime pas faire les choses à moitié, et encore moins maintenant que je suis au courant de ce qu'ils planifient.
Ils veulent blesser ma fierté en me coupant un pied. Lorsqu'ils m'ont annoncé qu'ils devaient m'amputer de la jambe, ça ne m'a pas affectée comme chacun le croyait, non. J'étais déjà une femme incomplète lorsque je l'ai perdue cette autre fois, peut-être la énième, et pourtant j'ai survécu. Ça n'a pas changé ma douleur, et tu le sais, c'est presque une condition immanente à mon être. Bien que je t'avoue que j'ai souffert, et beaucoup, toutes les fois où tu m'as trompée. Pas seulement avec ma sœur, mais avec tant d'autres femmes. Comment ont-elles pu tomber dans tes filets? Tu penses que je t'ai emmerdée à propos de Christina, mais je dois t'avouer aujourd'hui que ce n'était pas pour elle, mais pour toi et moi. Et d'abord pour moi, parce que je n'ai jamais compris. Qu'est-ce que tu cherchais? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'elles te donnent et t'ont donné que je ne t'ai pas offert? Parce que, soyons francs, Diego, je t'ai donné tout ce qui était humainement possible et nous le savons. Alors maintenant, j'aimerais comprendre, putain, comment tu fais pour conquérir toutes ces femmes alors que tu es si laid, fils de pute. L'intérêt de cette lettre n'est pas de te reprocher plus que ce que nous sommes déjà reprochés dans cette vie, et qui sait dans combien d'autres encore, mais seulement de t'annoncer qu'ils vont me couper une jambe. Finalement, on en vient à la condamner. Je t'ai déjà dit il y a bien longtemps que je me sentais incomplète, mais quelle aurait été la putain de nécessité que les gens s'en doutent? Maintenant, tu le vois. Mon morcellement sera visible à la vue de tous, de toi. C'est pour cela que je préfère te le dire personnellement avant que ça ne s'ébruite. Excuse-moi de ne pas m'être arrêtée chez toi pour te l'annoncer, mais dans ces instances et ces conditions, ils ne m'ont pas laissé sortir de la chambre, pas même pour aller aux toilettes. Je ne souhaite pas te déranger, ni toi, ni personne. Et je veux que tu ne te sentes coupable de rien. Je t'écris pour t'annoncer que je te libère de moi. Allez, je t'ampute de moi. Sois heureux et n'essaye plus jamais de me voir. Je veux plus avoir de tes nouvelles ou que tu en aies de moi. Si j'ai réellement envie de quelque chose avant de mourir, c'est de ne plus être amenée à revoir ton horrible sale gueule rôder dans mon jardin. C'est tout. Je peux enfin m'en aller et reposer en paix. Celle qui vous aimait d'une impétueuse folie fait ses adieux. Votre Frida. Alphonse Allais, poème morne, traduit du belge pour Maeterlinck. Sans être surannée, celle que j'aimerais aurait un certain âge. Elle serait revenue de tout et ne croirait à rien. Point jolie, mais persuadée qu'elle ensorcelle tous les hommes, sans en excepter un seul. On ne l'aurait jamais vue rire. Sa bouche apâlie arborerait infréquemment le sourire navrant de ses désabus. Ancienne maîtresse d'un peintre anglais, ivrogne et cruel, qui aurait bleui son corps, tout son corps, à coups de poing, elle aurait conçu la vive haine de tous les hommes. Elle me tromperait avec un jeune poète inédit dont la chevelure nombreuse, longue et pas très bien tenue ferait retourner les passants et les passantes. Je le saurais, mais lâche, je ne voudrais rien savoir. Rien. Seulement je prendrais mes précautions. Le jeune poète me dédierait ses productions ironiquement. Cette chose-là durerait des mois et des mois, puis voilà qu'un beau jour, Eloa s'adonnerait à la morphine, car c'est Eloa qu'elle s'appellerait. La morphine accomplirait son œuvre néfaste. Les joues d'Eloa deviendraient blanches, bouffies, si bouffies qu'on lui verrait plus les yeux, et piquetées de petites tannes. Elle ne mangerait plus.
Des heures entières, elle demeurerait sur son canapé comme une grande bête lasse, et des relents fétides se mêleraient aux buées de son haleine. Un jour, que le pharmacien d'Eloa serait saoul, il se tromperait et au lieu de morphine, livrerait je ne sais quel redoutable alcaloïde. Eloa tomberait malade comme un cheval. Ses extrémités deviendraient froides comme celles d'un serpent et toutes les angoisses de la constriction se donneraient rendez-vous dans sa gorge. L'agonie commencerait. Ma main, dans la main d'Eloa, me ferait jurer qu'elle, morte, je me tuerais. Nos deux corps enfermés dans la même bière se décomposeraient en de communes purulences. Le jus confondu de nos chairs putréfiées passerait dans la même sève, produirait le même bois des mêmes arbustes, s'étalerait viril dans les mêmes feuilles, s'épanouirait radieux vers les mêmes fleurs. Et dans le cimetière, au printemps, quand une jeune fille dirait « quelle bonne odeur !» cette odeur-là, ce serait confondu nos deux âmes sublimées. Voilà les dernières volontés d'Eloa. Je lui promettrais tout ce qu'elle voudrait, et même d'autres choses. Eloa mourrait. Je ferais à Eloa des obsèques convenables, et le lendemain, je prendrais une autre maîtresse plus drôle. Merci. Merci à Chloé Chaudois. Et maintenant, une carte blanche poétique à Didier Flamand. Bonsoir. Je vais vous lire un poème d'Henri Michaud, tiré de Épreuve exorcisme, qui s'appelle La marche dans le tunnel, et j'en lirai quelques chants, car c'est un long poème. La marche dans le tunnel. J'entendis des paroles dans le noir. Elles avaient la gravité des situations périlleuses au cœur de la nuit entre personnages d'importance. Elles disaient, ces paroles dans l'ombre obscure, elles disaient avec confusion, elles disaient toutes « malheur, malheur », et ne cessaient pas, criant toujours « malheur, malheur ». Puis j'entendis une voix plus forte qui dit « va, ne t'attarde pas, ici n'est qu'un homme. Ailleurs, ils sont des milliers et des milliers de fois des milliers, et plus encore, il y en a, et tous en grand danger. Ne sois plus distrait et regarde. Après tout, tu dois vivre là-dedans ta petite vie. » Alors éclata une voix comme on n'en connaissait pas, et les fleurs de la vie se mirent à puer, et le soleil n'était plus qu'un souvenir, un vieux paillasson mis derrière une porte qu'on ne franchira plus, et les hommes, perdant la foi, se taisaient d'un silence qui vous prend le souffle, comme il arrive en été le soir à la campagne, quand les derniers oiseaux, et puis les derniers insectes du jour étant rentrés, et ceux de la nuit pas encore venus, il se produit soudain un silence tombal. Dès ce moment, la mort, ses fauchées furent grandes. Des trous énormes se formaient d'un coup, comme des collines retournées. Les maisons, comme perdant poids, étaient soufflées, et leurs habitants, qu'en dire? Pour eux, la plaie d'être homme se fermait. En vain, on grattait à la porte de demain, et le présent hurlait. Il fit froid cette année. Des kilomètres de gueules sportives, échelonnées sur la neige du continent, ne savaient quelle expression prendre. La bise de l'hiver, trop dure pour leur métabolisme basal, soufflait souverainement. La force était partout, mais la détresse vissait dedans. Les eaux étaient atteintes, les airs étaient atteints. Les thons effrayés désertaient leur mère coutumière, et les aigles se faisant petits s'enfuyaient à tire-d'aile. Le métal n'avait jamais été si dur, la poudre n'avait jamais été si forte.
Ensemble, ils tombaient sur les foules, et les hommes stoppés par la mort s'affaissaient pour ne plus se relever en ce siècle. Mais plus loin, tout continuait. Les toupies tournaient fermes sous les fouets implacables. Les idées, comme des boucs, étaient dressées les unes contre les autres. La haine prenait une allure sanitaire, la vieillesse faisait rire, et l'enfant fut poussé à mordre. Le monde était tout drapeau. Il y avait eu autrefois des hommes prenant leur temps, brûlant paisiblement des bûches de bois dans de vieilles cheminées, lisant des romans délicieux où ce sont les autres qui souffrent. Ces temps n'étaient plus. Les fauteuils en ce siècle brûlèrent et le contentement barbelé des riches de ce monde ne se défendait plus. Il fit froid pour tous cette année. Ce fut le premier hiver total. L'espoir sourdait vaille que vaille, mais l'événement s'en foutant comme une brute qui arrache pansement et chair et drain à la fois, il fallait recommencer à souffrir sans espoir. De distance en distance apparaissait une lueur, mais la vague de fond qui emportait le tout ne se levait toujours pas. De distance en distance apparaissait une lueur. Des peuples, les uns gagnaient, les autres crevaient, mais tous restaient emmêlés dans une misère qui faisait le tour de la terre. La race de la sagesse ne fut pas épargnée. Prise au dépourvu, elle lutta, année après année, sa patience millénaire soumise à un test extra sévère. Le peuple prédestiné, lui aussi, et le premier, pâtit. On lui enleva jusqu'à sa chemise. L'on se rit de lui, et se retournant, on l'accusait de l'origine des malheurs. Au peuple des temples parfaits, il lui fut pris jusqu'à ses olives. Les têtes étaient farcies de foutaises. Comme la mer ne se fatigue pas de heurter le rivage d'inutiles vagues, ainsi cette grande lutte poussait toujours en avant de nouveaux rangs. Avance trépidante qui n'avançait à rien, retraite éberluée qui finissait devant le vide. Jamais on ne vit autant de coups d'épée dans l'eau. Les reines de l'humanité flottaient au hasard, mais pourtant, mais partout, sous des visages divers, le père, le chef, lorsque sa vie autoritaire comme une rame s'enfonce dans sa famille qui se tait. L'année était comme un mur devant la race des hommes. La terre, jusqu'au plus haut, était une seule laitance d'où l'on n'arrivait pas à sortir la tête. Pourtant, travaillaient les hommes, et travaillaient jamais comme jamais n'avaient travaillé, sans regarder le soleil, sans regarder leur temps qui s'écoulait inexorable. Et plus travaillaient, plus étaient poussés à travailler. Paie le temps, sans cesse, sous la gigantesque hémorragie. Et la mort, avec simplicité, venait au bout comme une étoffe fatiguée qu'on se découd, ou comme une addition qu'on avait oubliée et qu'on vous présente au moment d'ouvrir la porte. La civilisation boutiquière s'obstinait. On disait qu'elle craquait, mais tout en craquant, elle s'obstinait. Cependant, comptait ce siècle à statistiques, comptait éperdument, comptait les grains, les trains, les tonnes, les bébés, les veaux, les roues, les épaules à porter les armes. Il fallait un permis pour recevoir une bouchée de pain. Les grands hommes d'autrefois, les hommes divins, parlaient avec une grande paix, comme une main sur le cœur, et l'on s'arrêtait les écoutant. Et des millénaires plus tard, les écoutant toujours, vous vous arrêtiez encore, comme si une main venait se poser sur votre cœur. Il n'en était plus ainsi à présent. De grinçants hurlements et des façons de camions, et comme un entourage d'émeutes. L'époque était trompette, mais le souffle lui-même était sourd et angoissé, court et hypocrite. Le colossal lui-même, la grandeur n'y était pas. Dans le triomphe, le crapuleux, on salissait les têtes tombées, on y poussait la canaille. Les faucons, pour mieux tromper, s'habillaient en fauvettes, mais c'étaient des faucons. Le reste n'avait jamais été aussi fourmi d'interchangeables idées de soldats de plomb que la haine même n'émulsionnait pas. Tout était tribu. Lugubres et farisches, se détournant de souvenirs des jours anciens, les hommes marchaient dans le tunnel, tendant le poing à leur passé, accusant les saints d'avoir été trop beaux, accusant le soleil d'avoir été jaune et brillant, jetant inconsidérément ses pinceaux de douce chaleur. On reprochait le riz à l'étincelle et au riz de ne pas donner l'étincelle. Tout était nivelé,
Ah, la reine d'être bonne dactylo et docile à tout, les prêches, l'homme abattu docile, jusqu'à quand docile? Pauvre pays, comment a-t-on pu t'aimer ainsi? Dans l'abattement général, tout à coup la bataille, comme revigorée dans le silence, reprenait nouvelle et avec de nouveaux moyens. À nouveau, le parti le plus fort bougeait, volait, se ruait, parcourait un continent, prenait des avantages formidables. On attendait anxieux les uns, triomphants, les autres défaits. Mais inutile brisement. Il ne pouvait divorcer d'avec le malheur. Personne, aucun peuple ne le pouvait. Et l'attente reprenait comme une vie de taupe. Les patients écoutaient des voix libératrices franchir les continents. Mais l'événement ne libérait rien, ne franchissait même pas un petit ruisseau, et des oreilles soupçonneuses écoutaient les écoutants. Menaçant de 1000 nouvelles menaces possibles, le temps, lentement, coulait semblable à une interminable enfance. Comme un planeur en silence remonte une pente chaude dans le ciel dégagé, le dominateur cherche une nouvelle ascension puissance, prélude de nouveaux bannissements, de nouveaux carnages. Sa machine à nouveau s'ébranle et le monde, comme une étoffe gémie ou comme la femelle du hérisson couverte par le mâle au pénis perforant et douloureux à supporter. Et sur les siens, il s'arc-boute, réclamant toujours plus de bras, plus de sueur, plus de sang. Dans l'engrenage sans fin, il donne davantage et la terre étonnée, attendant la défaillance qui ne vient pas, l'observe pensivement. Comme un lac de montagne trépané par des foreuses divergentes, s'en va des centaines de pieds plus bas faire tourner le volant d'une grande mécanique, cependant que lui-même, sous la gigantesque ponction, s'achève. Ainsi, les petits peuples hors de jeu voyaient le grand peuple puissant, portant son mouvement toujours plus loin, s'affaiblir doucement, doucement, mais indubitablement. Merci. Je crois que c'est bien. Merci. Merci à Didier Flamand. Et on va terminer cette soirée d'escale littérature et chansons avec les mots de François Corbier. François Corbier qui est l'artiste à avoir le plus chanté dans cet amphithéâtre. Et je suis content de reprendre cette nouvelle saison avec ces mots par quelqu'un qui le connaît très bien. Vous allez voir, en le voyant, vous allez comprendre pourquoi il le connaît très bien. Et je suis très content que Wilfried Roux soit ici. Je voudrais saluer Doun aussi qui est dans la salle. Donc Wilfried Roux va chanter un certain nombre de bijoux cachés de François Corbier. Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi Mathias veut absolument que je ressemble à mon père. Ça doit être la guitare. L'intérêt d'être un fils d'eux, alors bon, quand je dis un fils d'eux, attention, entendons-nous, ma mère est une femme tout à fait respectable, même si on habitait Pigalle quand je suis né. Je parle bien sûr d'un fils de vedette, en l'occurrence d'un fils de chanteur. L'intérêt, c'est de pouvoir écouter avant tout le monde, et même parfois être le seul à pouvoir écouter des chansons que personne n'entendra jamais. Donc la première chanson que nous allons vous interpréter ce soir, vous ne l'avez jamais entendue, elle n'a jamais été enregistrée, et elle s'intitule « La vieille en noir ». C'est en culotte courte que j'allais chez la voisine, vieille dame en noir qui m'asseyait sur ses genoux et qui me fredonnait la palma et nuit de Chine entre deux gâteaux secs et un grand bol de cidre doux. Chez elle, ça sentait bon, la confiture et le linge dans son armoire au sous. Les piles de draps en secret séchaient de la lavande et parfois je faisais le singe pour qu'en cachette de tous, elle m'en offre un bouquet.
Le dimanche, souvent, j'allais voir au jardin des plantes avec ma vieille en noir qui me retenait par le bras. Les lions faire des huit au fond de leur cage géante, et l'on tremblait ensemble, mais elle encore plus que moi. Suçant de la réglisse, on rentrait par les bords de Seine. Les piétons y avaient le droit de citer en ce temps. Le chemin était long, 1 heure y suffisait à peine. Et tout au fond de moi, je le souhaitais encore plus lent. Le jour de mes 15 ans, elle m'offrit une bicyclette, cadeau dont je rêvais, mais avant qu'elle me le donnât, je dus faire serment, et sur mon cœur et sur sa tête, de toujours m'arrêter pour laisser traverser les chats. Puis j'ai gagné le droit d'aller faire l'andouille militaire. Paraît que la patrie avait besoin de mon talent. Quand j'en suis revenu, ma vieille était 6 pieds sous terre, et j'ai eu l'impression qu'on m'avait volé mes 15 ans. Et j'ai eu l'impression qu'on m'avait volé mes 15 ans. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas chanter que des chansons inédites non plus, hein. La deuxième chanson, vous la connaissez forcément tous, parce que c'est la phase B du 45 tours que mon père a sorti en 1968, qui s'appelle Rose. Et la phase B s'intitule « La dame sous la pluie ». Alors, tout à l'heure je vous ai menti, en fait j'ai pas de guitare. Mais par contre, j'ai des maracas. Je vous sens très attentif, mais j'ai un peu envie de vous faire bouger les bras, les mains et surtout les doigts. Donc est-ce que vous savez claquer des doigts ? C'est pas mal, mais il va falloir mettre de l'ordre, hein. Ça serait bien si tout le monde pouvait faire la même chose en même temps. Je vais vous donner le tempo, et puis on va s'y mettre. Parfait. Elle marchait seule sous la pluie, l'air content, souriant aux intempéries, gentiment. C'était sûrement une nymphette pour sembler ainsi à la fête malgré le mauvais temps. Moi qui n'aime rien moins que la pluie sur mon dos, pour le mouiller j'ai pour cette jolie poule d'eau ramasser tout mon courage pour m'élancer sous l'orage, lui dire quelques mots, si elle m'entend, la dame sous la pluie, qu'elle sache qu'aujourd'hui, si je suis triste les jours où il pleut, c'est qu'elle me manque un peu. Si elle m'entend, la dame sous la pluie, qu'elle sache qu'aujourd'hui, les grains, les bruines et les brouillards aussi me tiennent pour leur ami, au plus fort du chambardement diluvien. Un coup de tonnerre m'y aidant, j'eus sa main. Dès lors il eût fallu qu'au ciel la pluie se fasse torrentielle pour changer mon chemin.
main. D'ornière en flaque par sentier détrempé, d'averse en rosée, je pensais la garder. Je comptais sans le soleil, au premier rayon vermeil, elle s'est évaporée, évaporée. Si elle m'entend, la dame sous la pluie, qu'elle sache qu'aujourd'hui, si je suis triste, les jours où il pleut, c'est qu'elle me manque un peu. Si elle m'entend, la dame sous la pluie, qu'elle sache qu'aujourd'hui, si elle revient, je saurai la cacher des jours ensoleillés. Si elle m'entend, la dame sous la pluie, qu'elle sache qu'aujourd'hui, si je suis triste, les jours où il pleut, c'est qu'elle me manque un peu. Si elle m'entend, la dame sous la pluie, qu'elle sache qu'aujourd'hui, les grains, les bruines et les brouillards aussi me tiennent pour leur ami, leur ami. Merci. Je suis pas obligé de parler non plus. Non, mon père m'a dit que les vieux chanteurs qui parlent, c'est pour reprendre leur souffle, Les jeunes chanteurs qui parlent, c'est parce qu'ils ont le trac, donc je ne parle pas. Par contre, je bois. C'est pour Dieu que naît le crime. Sur ces autels goûte le sang. C'est en son nom qu'on assassine, que s'allument les feux ardents. Pour Dieu la plaie et la gangrène, pour Dieu le fouet, le poing, le clou, pour Dieu la pierre, pour Dieu la haine, le crachat, l'offense, les coups. Pour Dieu, ainsi soit-il. Voici le juste emprisonné. Voici les enfants qu'on mutile. Voici les femmes bâillonnées. Voici la peur, voici les larmes. Voici les gibets, les garrots. Et sous les cris, dans le vacarme, voici les bouchers, les bourreaux. Pas de repos pour la croisade, pas de répit, pas de saison.
son immanence, pour rendre grâce à sa bonté. Dans ses bûchers, chante tes potences. Voici le fil de nos épées. Voici les prêtres emplis de zèle, bras lourds de cordes et de fusils, promettant la vie éternelle dans le ciel aux vertes prairies. Et c'est pour Dieu que naît le crime. Sur ces autels goûte le sang. C'est en son nom qu'on assassine, que s'allument les feux ardents. Merci. Je vous demande d'applaudir Evie à la basse et au chœur et Guillaume à la guitare. Ah. Alors, comme c'est une soirée littérature et chanson, je me suis dit qu'il fallait que la dernière chanson soit vraiment quelque chose de très littéraire, de très poétique. Et le texte qui vient est un peu lourd à porter seul. Donc j'ai demandé à ma camarade Chloé Perrault de venir la partager avec moi. Ça va, tu te sens de... âme sensible. Se tenir. Oui. Le jour se lève, c'est comme un rêve. On entend les autos démarrer. Dans moins d'une heure, ce sera l'heure d'aller travailler. Dans la cuisine, tu beurres les tartines. Et ça sent bon, le bon café chaud. Sur les antennes, y a Stone et Chardenne, Sheila et Ringo. Ça sent la France, les frites et l'essence. Qu'on est bien, qu'on est bien. Ça sent la France, les frites et l'essence. Donne-moi la main, donne-moi la main. Midi se lève, les péages font grève, les camionneurs bouchent l'autoroute. La France débraye de Lille à Marseille, passe-moi la choucroute. Tombe pas malade, reprends la salade. Mets la télé, j'éteins la radio. On a de la veine, y a Pourquoi? Stone et Chardenne, Sheila et Ringo. Ça sent la France, les frites et l'essence. Qu'on est bien, qu'on est bien. Ça sent la France, les frites et l'essence. Donne-moi la main, donne-moi la main. Le jour s'achève, c'est comme un rêve. On entend les autos se garer. Dans moins d'une heure, ce sera l'heure d'aller se coucher. Dans notre chambre, on sera ensemble toute la nuit au lit bien au chaud. On rêvera qu'on s'aime comme Stone et Chardenne, Sheila et Ringo.
ça sent la France, les frites et l'essence. Qu'on est bien, ça sent la France, les frites et l'essence. Donne-moi la main, ça sent la France, les frites et l'essence. Qu'on est bien, ça sent la France, les frites et l'essence. Donne-moi la main, Merci, bonsoir.